maintenant la troisième description, la dernière. Le décodage de la pensée du Champienne, la description de ce qui fait du grand verre le diagramme de sa pensée, le diagramme de la loi de la pesanteur. Alors je m'appuie ici en partie sur le travail d'Alain Botton en 1912, qui rend lisible le code linguistique utilisé par Duchamp. Botton est un peu le Champollion de Duchamp. Et donc, fin de suspense, voici la révélation. Le domaine de la mariée n'a aucune trace de perspective puisqu'elle représente la postérité, qui est une abstraction temporelle. Le monde des célibataires, lui, est mis en perspective, c'est le monde dans lequel nous vivons, soumis à l'espace 3D et au temps. La perspective, et ça c'est très classique, c'est une métaphore graphique du temps à venir. Le point de fuite, au centre du tableau, représente la mort, et pour l'artiste, son entrée dans la postérité. La ligne d'horizon, les habits de la mariée, d'Ixit Duchamp, c'est la multitude d'étoiles que l'on voit dans les musées, c'est l'essentiel des chefs-d'œuvre de l'art. La mise à nu, c'est ôter tous ces vêtements chefs-d'œuvre, c'est démystifier cette postérité moderne. L'ensemble glissière, broyeuse de chocolat, ciseaux, c'est l'artiste et son processus de création. Il y a l'artiste pensant et l'artiste souffrant. La création qu'il produira provenant de l'interaction des deux formes de l'esprit. Marcel Duchamp décrit le processus créatif propre à l'artiste comme une chaîne de réaction qui se termine par une coupure, les grands ciseaux. C'est le mot que Duchamp utilise et c'est cette coupure dans le processus de création qui produit l'œuvre, ce qu'il a appelé, lui, le 3 fracas. L'ensemble moule malique, tube capillaire, tamis, pente d'écoulement, qui aurait dû être signifié ici, ce sont les spectateurs et leur jugement de goût. Une note de Marcel Duchamp. Les moules maliques auraient été comme enveloppés le long de leurs regrets d'un miroir qui leur aurait renvoyé leur propre complexité au point de les halluciner assez onaniquement. Marcel Duchamp nomme les amateurs d'art les regardeurs, ou plus précisément les regardeurs rétiniens, insistant sur le fait qu'on s'arrête à ce qu'on voit sans saisir le sens métaphorique de ce que l'on voit. Il nous nomme aussi moules maliques, pour insister à la fois sur le fait que nous sommes façonnés par l'extérieur et à la fois sur notre irrépressible besoin de nous exprimer. Malik, c'est le condensé de mal et de phallique. Le gaz d'éclairage, c'est nos jugements de goût, notre désir impérieux de nous exprimer pour exister. Mais Marcel Duchamp nous nomme aussi célibataires. Ce célibat désigne principalement le désir d'être aimé et reconnu pour ce que l'on est, qui s'exprime notamment par le jugement de goût. Les tamis décrivent le processus de retournement du jugement de goût qui, par sa trivialité même et par l'entremise de la postérité, transforme les refus en réhabilitation. Une note de Marcel Duchamp, mentionner la qualité de poussière à l'envers. La perspective dans le bas du grand verre représente le temps à venir et les tamis recouverts de poussière à l'envers donnent à l'ensemble du parcours du gaz d'éclairage le sens du temps à l'envers, celui de la réhabilitation. Une production artistique ne devient œuvre d'art à l'ère moderne que si elle a été dans un premier temps refusée, le plus souvent par trivialité, par la puissance de jugement de goût trivial, avant d'être dans un second temps réhabilitée, plus tard. C'est ce que Marcel Duchamp appelle le retard. D'ailleurs, Marcel Duchamp appelait aussi le grand verre le retard en verre. Le gaz d'éclairage, qui sort des moules maliques et devient liquide, représente le goût des amateurs d'art venant animer l'objet inerte de l'artiste. La descente en spirale figure la chute vers l'opinion et la trivialité. Les témoins oculistes figurent le fait qu'en 1915, Marcel Duchamp a pleinement conscience de la reproduction photographique dans le succès d'une œuvre, mais aussi dans son archivage dans l'histoire de l'art. Condition importante à sa redécouverte et à sa réhabilitation à retardement. La mariée, elle, représente la postérité potentielle et les moules maliques, la postérité en train de se faire, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui constituent le monde de l'art et qui font ou défont les réputations, les succès, les courants, etc. Dans la réalité, les regardeurs projettent dans un premier temps les valeurs auxquelles ils tiennent, innovation, originalité, lucidité critique dans la création d'artistes, puis ces valeurs leur sont renvoyées par le nouveau statut d'œuvre d'art de l'objet, une fois reconnu et consacré. L'effet miroir est primordial dans le fonctionnement du grand verre, puisque le liquide qui va des moules maliques jusqu'aux 3 fracas et ensuite monte vers la mariée est nommé
renvoi miroirique. Une note de Duchamp, sculpture de gouttes, point, que forme l'éclaboussure après avoir été ébloui à travers les tableaux oculistes. Pour Duchamp, l'objet d'artiste reçoit et renvoie au regardeur sa propre projection comme un miroir. Et ce que Duchamp nomme l'onanisme est une métaphore de l'amour-propre. En effet, si la masturbation est le plaisir que l'on se donne à soi-même, alors par analogie, l'onanisme duchampien est l'amour que l'on se porte à soi-même, l'amour-propre. Si en bas les stoppages sont constitués de fils, en haut, Duchamp parle d'étoffe, ce qui, dans son langage, est la même chose, c'est l'œuvre d'art. Une note de Marcel Duchamp, étoffe refusée et acceptée par le courant d'air. C'est une référence très claire au fait que les œuvres qui atteignent la postérité et la constituent sont des œuvres refusées, puis réhabilitées. Les pistons de courant d'air scandent le refus, puis la réhabilitation des œuvres d'art. Enfin, la mariée fait office d'imprimerie. Elle imprime les manuels d'histoire de l'art, terme générique qu'emploie Duchamp dans une de ses conférences, le processus créatif en 1961, pour signifier le discours critique en général constitué aussi bien par les écrits des historiens d'art que par ceux des critiques d'art, des journalistes culturels, des conservateurs, des commissaires d'exposition et d'une multitude d'amateurs d'art discutant leurs théories, sans oublier le discours des artistes eux-mêmes qui aujourd'hui constituent en grande partie, une grande partie de l'œuvre. À gauche de la Voie lactée se trouve une réserve de lettres. Ces dernières se déplacent ensuite de gauche à droite et passent donc devant les pistons qui les impriment par pression mécanique afin de constituer ce que Duchamp nomme les commandements de la mariée. Ces 10 commandements redescendent ensuite vers le monde célibataire par les 9 tirés jusqu'à l'objet d'artiste. Alors je vous le fais en 30 secondes. L'artiste conçoit et agit, glissière, et réfléchit, broie du noir, broyeuse de chocolat. Le public, gonflé de son importance triviale, moule Malik, applique son jugement de goût à la production artistique, flux des tubes capillaires. La combinaison de jugement de goût, gaz d'éclairage, avec la décision de l'artiste, les ciseaux, façonne sa création, le 3 fracas, et forme un seul objet, la production artistique, qui passe alors par l'archivage médiatique, témoins oculistes, et pénètre à la postérité, souvent posthume, par les 9 tirés. Concomitamment, le discours sur l'art, boîte à lettres, est validé, imprimé, 3 pistons, et diffuse par les 9 tirés de la postérité vers le public, le domestique, domaine des célibataires. La production artistique change de statut à la confluence de ces deux courants, effet Wilson-Lincoln, par la puissance médiatique, témoins oculistes, et par le renversement du jugement de goût, tamis. Bravo! Bravo! Une petite conclusion s'impose. Voici donc rendu explicite la polysémie du grand vers. Sous les apparences d'une production artistique, un support, des formes, des matières, des couleurs, une composition, sous les apparences d'un récit sexuel, les célibataires cherchent à inséminer celle qui devient la mariée, sous des apparences mécanistes, des machines anthropomorphes où des personnages mécanisés sont confrontés dans une logique de cause à effet, la mariée mise à nu par ses célibataires même est un diagramme d'ordre sociologique. Le grand vers est une image qui correspond tout à fait à la définition d'un diagramme, tel que sorti des dictionnaires, c'est très troublant. Je vous la fais, cette définition. Un diagramme, c'est une représentation visuelle simplifiée et structurée des concepts, des idées, des constructions, des relations, des données statistiques, de l'anatomie, etc. Employé dans tous les aspects des activités humaines pour visualiser et éclaircir le sujet abordé. Un diagramme permet aussi de décrire des phénomènes, de mettre en évidence des corrélations entre certains facteurs ou de représenter des parties d'un ensemble. Quoi de plus évocateur de la définition d'un diagramme que le grand vers? Le grand vers est un diagramme qui décrit le mécanisme du changement de statut à l'époque moderne d'un objet fabriqué par un artiste en œuvre d'art reconnue par la postérité. Un petit peu de sociologie à poutre apparent. Le grand vers est un diagramme qui décrit le mécanisme du changement de statut. Ceux que Marcel Duchamp appelle les regardeurs choisissent, par souci de distinction, des objets qui ont été refusés par le plus grand nombre, sous des prétextes triviaux, et décident que ces objets, élus par eux, deviendront des œuvres d'art, incluses dans des collections, présentées dans des musées, intégrées dans le marché de l'art. Marcel Duchamp appelait
Le grand verbe, donc, le retard en verre. Le temps du grand verre est décrit en retard parce que l'objet était déjà là, ready-made, produit sincèrement par un artiste. Mais l'artiste, une fois l'objet produit, est dépossédé du devenir de sa production. L'objet ne devient œuvre d'art que dans un second temps par l'action des regardeurs. Le succès institutionnalisé des objets de provocation et des avant-gardes s'explique aussi ainsi. Ce qui, dans un premier temps, a été rejeté car incompris, anticonformiste, abstrait, révolutionnaire, provoquant, est réhabilité par une petite minorité qui détient les clés financières, spéculatives, médiatiques, critiques, dandy, des dandys j'en vois dans la salle, et devient chef-d'œuvre, en tout cas institué comme tel, puis devient la norme et ainsi de suite. L'image globale du grand verre est aussi, par analogie, le descriptif du protocole de l'expérimentation mise en œuvre par Marcel Duchamp, dont on rappelle qu'elle consiste à proposer ses ready-made en comptant bien qu'ils soient dans un premier temps refusés ou ignorés, puis dans un second temps réhabilités et intégrés dans le circuit, le barnum artistique. Et je vais finir là-dessus. Il l'a notamment fait avec son expérimentation appelée Fontaine. Je vous en ai montré l'image tout à l'heure. Alors moi j'ai acheté un urinoir, non un urinal, 5 € sur le bon coin. Et je le pose ici. En porcelaine. En porcelaine. Donc il achète une pissotière. Alors moi j'ai acheté un urinal. Un objet fabriqué industriellement, donc. Et par toute une série de manipulations, il change le cadre de référence. Et d'urinoir, ça devient Fontaine. En 1917, cette pièce est refusée comme œuvre d'art. Mais par le jeu de refus, réhabilitation, en 2019, les copies de Fontaine sont devenues des œuvres d'art si importantes qu'elles sont exposées dans les plus grands musées mondiaux. On a là, avec l'expérimentation de Marcel Duchamp, l'utilisation d'un paradoxe comme preuve, des objets a priori inassimilables à l'action d'un artiste deviendront tout de même des œuvres d'art parce que des esthètes les choisiront, les réhabiliteront pour se distinguer du commun par l'action de l'amour-propre, de la vanité. La beauté d'indifférence qui présidait, selon Marcel Duchamp, au choix de ses ready-made se transforme en esthétique contemporaine. Marcel Duchamp a donc mis en scène une loi sociologique, celle qui gouverne le monde de l'art moderne depuis Courbet et Manet, les premiers grands refusés. Il l'avait nommée la loi de la pesanteur. Enfin, devant vous, ce soir, elle fut mise à la lumière. Merci.